Le leadership axé sur la femme, c'est ce leadership qui gagne. Tout simplement parce que rien ne peut se faire sans inclure la femme. Et le leadership aujourd'hui, tel que c'est défini, tel qu'on le voit, tel qu'on le travaille, ça exclut vraiment les femmes. Et pourtant, il faut développer cet aspect de choses. Et les femmes qui sont aux affaires ces derniers temps, ou que ce soit à tout le niveau dans la politique qui ont émergé, et cela a été prouvé que ces femmes y sont arrivées par leurs propres moyens. C'est-à-dire, pour les unes, elles sont des amies qui les ont boostées, elles ont eu peut-être aussi à se battre personnellement, mais il n'y a pas encore jusque-là une institution bien établie qui puisse porter la femme. Donc sur le plan institutionnel, le système politique et tout, et bien évidemment nous avons des lois, nous avons de résolutions, mais cela n'est pas mis en exergue, cela n'est pas d'applicabilité ou d'application. Et ce qui veut dire que la femme continue de bousculer, la femme continue de pousser les portes, et pourtant elle devait normalement être systématiquement faire partie de ce sphère-là et de ce monde-là. Donc un leadership axé sur la femme, c'est ce qui est nécessaire et ce qui va faire booster tout sur tout le plan, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan de l'évolution humanitaire. Donc nous devons partager ce monde parce que la femme constitue la majorité. On ne peut pas travailler avec la moitié de la population et ignorer l'autre moitié. Plusieurs aspects, hein. Donc les femmes à travers plusieurs mouvements, à travers la société civile, à travers le gouvernement, les femmes ont défini certaines normes, certains principes à respecter pour booster ce leadership. Entre autres, il faut commencer d'abord par l'éducation. L'éducation basique est très essentielle pour commencer par nos écoles, changer notre façon d'enseigner, notre façon d'encadrer même la jeunesse, parce qu'aujourd'hui notre système éducatif ne met pas la femme au centre, notre système éducatif reste patriarcal et donc il faut changer cela. Et je reste convaincue que cela va aboutir parce que plusieurs organisations, plusieurs mouvements de femmes militent et travaillent par rapport à cette question. Deuxièmement, il faudra que les lois puissent être d'application. Dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui, nous avons de belles lois. Et je viens de la RDC, mon pays a le plus beau test du monde. Nous avons des lois qui prônent la parité. Nous avons même la constitution de notre pays, parmi les rares constitutions du monde, qui prône la parité de 50%. Les autres parlent de la parité à 30%, mais nous en RDC, c'est 50-50. Et nous avons aussi des lois qui accompagnent notre constitution, qui protègent la femme, qui demande à ce que la femme soit impliquée à tous les niveaux de la vie publique. Mais jusque-là, rien n'est fait. Jusque-là, ce sont juste de textes qui ne sont pas d'applicabilité, qui ne sont pas d'application. Et donc, les organisations de la société civile, les organisations qui militent pour le droit des femmes, essayent tout simplement de booster les choses pour que ces lois soient appliquées. Et donc, c'est parmi, au fait, des mécanismes pour qu'on puisse booster le leadership féminin. Nous avons aussi cet aspect de la femme elle-même qui doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer au sein de la société et qu'elle doit bouger les lignes, qu'elle doit s'efforcer et de sortir de cette léthargie et de demander à ce qu'elle soit impliquée dans tout. Et il y a plusieurs autres choses, de travailler sur le changement des mentalités, la masculinité positive et aussi les mentalités des hommes qui sont jusque-là patriarcat. Et donc il faut les éduquer d'une manière ou d'une autre, de comprendre que rien ne peut marcher, rien ne peut se développer si la femme n'est pas impliquée. Les femmes font face à beaucoup de choses. Premièrement, c'est ce problème de non-accès à l'éducation. Et surtout dans nos milieux ruraux, les femmes n'ont pas accès à l'éducation, les femmes ne sont pas scolarisées. Également, il y a plusieurs autres raisons, entre autres les mariages précoces, les violences domestiques, les violences basées sur le genre. Et aussi, nous avons cette habitude-là de penser que la femme est là justement pour le mariage.
Et c'est notre aspect culturel qui nous bloque également. Et l'aspect culturel en Afrique, il faudra que nous puissions travailler dessus pour... ça ne veut pas dire que nous devons changer notre culture, pas du tout, mais la faire évoluer et faire comprendre que la femme a sa place dans cette même culture. En fait, c'est ce qui bloque un peu, et aussi c'est cette mentalité du patriarcat qui bloque également cet aspect de choses. Au fait, cette question, elle est toujours posée aux femmes, et c'est cette question que nous, en tant que femmes leaders, on n'aime pas entendre parce que c'est un peu sexiste, au fait, parce que les hommes ne veulent poser jamais ces questions-là, et pourtant les hommes aussi ont leur vie privée. Ce sont des papas, ce sont des hommes, ce sont des maris, et donc ils doivent savoir concilier aussi leur vie maritale ou bien leur vie privée. Alors bon, je veux essayer de répondre. C'est pas aussi facile et c'est pas aussi difficile. Lorsque on sait choisir son conjoint, par exemple, moi je suis une femme mariée et mon mari m'accompagne dans tout ce que je fais, et dès le départ, je commençais ma lutte. J'étais jeune fille, je n'étais pas mariée, j'étais célibataire, mais dans le choix de conjoint, il doit savoir ce que je vaux, ce que je fais, et donc en m'acceptant comme épouse, il doit également porter tout ça. Je ne peux pas être une épouse et puis voilà, je dois dénoncer à tout ce que je fais. Et donc c'est question de choix. C'est pourquoi on demande toujours aux femmes de choisir leur conjoint, même les hommes de choisir aussi leur conjointe. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment difficile parce que j'ai un conjoint qui m'aide, qui me facilite au fait tout ce que je fais, qui est toujours là pour m'accompagner. Donc je n'ai pas ces difficultés-là. Mais je connais au fait quand même de collègues qui ont ces problèmes, et nous essayons de les accompagner avec un programme qu'on appelle la masculinité positive, pour former les hommes à comprendre aussi que les femmes leaders, les pays en ont besoin. La communauté en a besoin, la société en a besoin. Les femmes doivent également s'exprimer, doivent travailler, doivent lutter. Et c'est comme ça que nous arrivons petit à petit à changer aussi la mentalité des hommes. Les femmes, en fait, premièrement, je joue sur les aînés. Les aînés d'abord qui doivent tout faire pour transmettre le savoir. Parce que les jeunes en Afrique manquent de repères, tout simplement parce que les aînés n'arrivent pas à s'asseoir, à transmettre leur savoir aux jeunes pour que ce dernier puisse aussi continuer la lutte ou continuer au fait le travail qu'ils faisaient. Parce que cette lutte-là de parité, de l'égalité, de leadership féminin, ça ne va pas arriver aujourd'hui. Nous avons encore des années devant nous pour arriver à ce que nous voulons, cette parité 50%. Alors, si nous qui avions, il y a 20 ans, moi je suis dans cette lutte, que je n'arrive pas à transmettre cette savoir, cette expérience, parce que je ne peux pas dire que c'est des choses qu'on apprenne à l'université ou dans des livres, c'est des connaissances théoriques qui n'ont rien à voir avec des connaissances pratiques. Et donc nous, avec l'expérience que nous avons réussi, où nous avons vu sur le terrain tout ce que nous avons vécu, nous devons les transmettre, partager à la jeunesse pour qu'eux aussi puissent faire et leur donner le courage. Donc la jeunesse, les messages que je peux leur donner, c'est à deux dimensions. Premièrement, qu'ils doivent tout simplement se chercher de repères, essayer un peu de discuter avec les aînés qui ont été dans la lutte depuis longtemps, de créer des espaces d'échange et de dialogue, mais aussi nos jeunes, de ne pas trop se laisser manipuler, de ne pas trop penser que la vie elle est facile, il faut batailler comme disent certaines personnes, et aussi les jeunes doivent vraiment apprendre les études, c'est faire accompagner par les aînés, mais aussi le gouvernement doit accompagner les jeunes parce qu'il n'y a rien qui peut fonctionner sans l'accompagnement, parce qu'il y a aussi la responsabilité de nos États, et la jeunesse est là. Moi, je ne veux pas dire que la jeunesse est l'avenir de nos pays, mais la jeunesse est l'aujourd'hui de nos pays. Et la jeunesse doit jouer son rôle pleinement. Et aujourd'hui, l'Afrique, on a prouvé que l'Afrique est beaucoup plus jeune parce qu'on a, il paraît, plus de 60% de la jeunesse. Et là, donc, c'est eux qui font notre aujourd'hui. Et alors, s'ils ne sont pas outillés, s'ils ne sont pas accompagnés par l'ancienne génération, qu'adviendra-t-il de notre Afrique? Donc, le message que je passe à la jeunesse aujourd'hui, restez à côté de vos aînés, écoutez-les,
essayez de vous créer des repères, essayez de faire mieux que ce que les aînés ont fait pour l'avenir de nos nations.